Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier Global Industry Connect. En vous inscrivant à ce webinaire, vous avez remarqué que nous avons découpé l'ensemble des webinaires en grandes familles que nous appelons les univers. Ce sont les mêmes univers que ceux que vous retrouvez traditionnellement lors de nos éditions du salon Global Industry, appelé anciennement les secteurs. Le présent webinaire se situe dans l'univers finition et traitement des matériaux et concerne les équipements et périphériques. Lors de ce webinaire, vous allez pouvoir écouter une session passionnante avec, dans un premier temps, je vais donner la parole à un représentant de la profession qui nous dressera en 2 minutes un état du marché, puis suivront 8 pitchs de présentation de 3 minutes chacun, le temps de vous détailler une nouveauté, un produit, un service, une solution. À la suite de quoi je poserai une ou deux questions. Vous allez pouvoir poser des questions sur le chat et donc à la fin de la séance, nous répondrons aux demandes que vous avez posées sur la plateforme. Ces webinaires se veulent un moyen d'échange entre industriels. Aussi, n'hésitez pas à chatter, poser des questions, répondre aux sondages dans les onglets présents sur le côté de votre écran. Notez que vous pouvez également utiliser la plateforme Global Industry, c'est MyGI sur le téléphone mobile également, pour prendre un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec chacun des participants. Sans plus attendre, je passe la parole pour 2 minutes à Madame Anne-Sophie Maz, déléguée générale du syndicat UTS, qui nous fait un focus sur le marché des traitements de surface. Madame Maz, à vous. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Voilà, merci. Donc, je vais vous présenter en quelques mots l'UITS. Donc, l'UITS est un syndicat professionnel qui est membre de la Fédération des industries de la mécanique. Nous regroupons différents types d'industriels dans tout ce qui touche l'univers technologie de surface, c'est-à-dire que nous avons des applicateurs ou des sous-traitants en traitement de surface et traitement thermique, des équipementiers pour la peinture, le traitement de surface, le traitement thermique et l'environnement. Nous avons des fournisseurs de produits chimiques, des fournisseurs de consommables et puis des industriels qui travaillent sur le conseil, l'assurance, la formation. Donc, l'UITS comprend 220 adhérents, ce qui représente environ 310 sites industriels. Nos domaines d'expertise, c'est tout ce qui est réglementation, aussi bien technique qu'environnement, la normalisation, l'attractivité de la filière, l'innovation et le juridique. Donc, les missions d'un syndicat professionnel, elles sont classiques, c'est représenter et défendre les intérêts des professions et des adhérents qui sont réunis donc, sous la bannière Union des industries des technologies de surface. On a également pour mission d'élaborer les positions de la profession et d'informer les adhérents sur toutes les nouveautés et tous les impacts qu'il peut y avoir pour leur entreprise. On a aussi également un gros rôle de promotion de la profession et des métiers auprès des pouvoirs publics, des mécaniciens, mais également auprès des jeunes. Jean-Marc, je te laisse passer la suivante. Voilà, merci. Donc, le traitement de surface est présent partout, dans tous les secteurs de l'industrie, aussi bien l'automobile, la construction que les boîtes de conserve, l'électronique, l'aérospatiale. Donc, vous voyez, c'est un gros secteur d'activité en termes d'entreprises, puisqu'en sous-traitance, nous avions en 2018 1237 entreprises qui représentent un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 milliards. Jusqu'à présent, on avait une évolution du chiffre d'affaires de la profession qui était plutôt positive, puisqu'on gagnait 15% sur 5 ans, et qu'on avait une tendance stable sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019. Donc, une profession qui se portait plutôt bien. Je te laisse changer. Merci. Donc, si on regarde la conjoncture de janvier 2019 à février 2020, on voit qu'on était plutôt sur l'utilisation d'outils de production qui étaient plutôt bien utilisés, puisqu'on se situait plutôt entre 70 et 90% de taux d'occupation des équipements.
Avec la crise sanitaire, donc on a vu ce taux d'équipement chuter, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt à un taux d'occupation qui est de l'ordre de 60 à 65% pour la majorité des industries. Donc, les prévisions des chiffres d'affaires des entreprises suite à cette crise sanitaire se situent entre 20 et 30% sur l'année 2020 au niveau de la sous-traitance. Ce qu'il faut noter, puisqu'on est sur un webinaire d'équipementiers, c'est que 60% des entreprises envisagent un report des investissements par rapport à ce qu'ils avaient planifié dans leur budget 2020. Merci. Voilà, alors c'est intéressant la dernière phrase que tu as mentionnée, c'est-à-dire les équipements dans les nouvelles niches de marché du futur, la post-fabrication additive, le mobilité, l'industrie du futur. Il y a beaucoup de besoins de traitement de surface. Est-ce que ça va impliquer des nouveaux équipements ? Alors, sur le traitement de surface, la fabrication additive, on est plutôt sur des équipements de type post-finition. Donc oui, il va y avoir un besoin de nouveaux équipements. Je dirais que sur les traitements de surface traditionnels, c'est là où on a un report d'investissement, ceux qui avaient prévu changer une chaîne ou une station d'épuration, par exemple, où là, ils préfèrent reporter un petit peu sur 2021 pour voir comment la conjoncture va évoluer ces prochains mois. Parfait. Merci Anne-Sophie Maz. Nous allons passer à la première présentation technique de la société Spalec Industrie sur les solutions d'ébavurage et de dégraissage. Et maintenant, nous donnons la parole à Madame Lise Cueno. Bonjour à tous. Merci Monsieur Bello. Je souhaitais parler de notre société Spalec Industrie, notamment de notre procédé qui est assez spécifique. Nous, on est basé dans la finition de pièces industrielles, donc tout ce qui va toucher l'ébavurage, le décalaminage, le rayonnage, le dégraissage. Donc, on est à la fois concepteur de nos machines, constructeur et intégrateur de solutions globales. C'est-à-dire que dans notre proposition, on a plusieurs gammes de machines standards dédiées à la fois dans le domaine de la métallurgie, comme dans le domaine de l'usinage ou encore de l'aéronautique. Et on a une tierce gamme plus dédiée vraiment sur de la solution très spécifique avec des propositions d'équipements périphériques pour automatiser justement une ligne de finition ou faciliter la manutention de pièces pouvant être lourdes. Donc la société, on va dire qu'on fabrique des tonneaux d'ébavurage depuis plus d'une quarantaine d'années maintenant, avec plus de 1300 références sur la France et à l'étranger. Je vous laisse, Monsieur Bello, passer à la slide suivante. Bien sûr. Donc, par rapport à notre procédé de tonnelage à sec, on va dire que l'ensemble de nos machines, quel que soit le domaine d'activité auquel elles s'allient, fonctionne de manière suivante. C'est un procédé de tonnelage à sec. Donc, on vient brasser plusieurs pièces simultanément dans une cuve, donc qui est totalement insonorisée, absente de vibration également, et avec des équipements périphériques permettant d'évacuer tous les résidus, poussières volatiles ou autres, pour avoir vraiment un nettoyage propre. En plus qu'on va dégraisser à sec simultanément que l'opération d'ébavurage. Donc pour cela, en fait, on va adjoindre au traitement avec les abrasifs ou les pyramides spécifiques dédiées à la typologie de pièces aux matières traitées. On va ajouter un additif naturel, en fait, qui est simplement la rafle de maïs pour le dégraissage de ces pièces. Donc, c'est une technologie qui a été fortement adhérée, à laquelle a adhéré de très nombreux constructeurs aéronautiques et sous-traitants, notamment beaucoup de personnes également dans la mécanique de précision, l'usinage,
pour cette faculté de dégraisser et ébavurer à sec. Donc, en parallèle de ça, on a ce procédé-là aussi est généralement mis en application aussi sur la partie métallurgie, dans le domaine de la découpe plasma, la découpe oxy, tout ce qui va être laser également et tout ce qui est aussi charpente métallique. Donc, le fait de brasser et traiter ces pièces de manière simultanée dans un tonneau à sec permet à la fois d'avoir une solution qui est intégralement écologique, permet de limiter les rejets, contrairement à des solutions techniques, on va dire, à d'autres solutions techniques qui peuvent exister, comme la tribofinition en bol vibrant sous eau, notamment. Ce qui permet là, avec notre technologie, d'avoir très peu de rejets. Et en plus de ça, on a un système qui permet de recycler la rafle de maïs, qui permet justement le dégraissage des pièces. Donc, de ce fait, la technologie du tonneau d'ébavrage en soi qu'on peut proposer est une solution qui est relativement très économique. D'autant plus que ce sont des techniques permettant de travailler en temps masqué, ayant également une faible consommation en abrasif et permettant aussi d'avoir une certaine ergonomie de poste, notamment d'éviter toutes les problématiques HSE, les TMS et d'améliorer bien entendu les conditions de travail. Je vous laisse passer à la slide suivante. Merci. Donc, que ce soit dans les différents domaines d'activité, on a une gamme de machines qui est assez étendue et plus ou moins flexible. Donc, ce qui permet de traiter des pièces de très petite dimension jusqu'à des pièces pouvant faire 6,50 m de long, voire avoir une charge aussi de pièces à traiter pouvant aller jusqu'à 1,5 tonne. Donc, ça reste, on va dire, assez large et ça s'apparente à différents domaines d'activité, notamment au niveau de nos références, si je peux en citer en quelques-unes. Nous travaillons notamment avec John Deere, Liebherr, Caterpillar, la SNCF, également de nombreux charpentiers métalliques, de nombreuses sociétés dans l'usinage et pour la partie aéronautique, donc bien entendu Airbus, Dassault, des sous-traitants aéronautiques comme Mecachrome, Figeac, Stelia et bien d'autres, bien évidemment. J'espère que j'ai été dans les temps. Merci, c'est parfait. Si j'avais une question, c'est spectaculaire, les 6,50 m, si on revient à la diapo précédente, la machine ressemble à ces machines-là pour des très grandes pièces? Oui, alors la machine de 6,50 m va ressembler à la photo que vous avez en bas à gauche, de manière un peu plus allongée. En fait, cette machine de 6,50 m est beaucoup utilisée dans l'aéronautique, notamment pour le traitement pour l'ébavurage et le dégraissage à sec de rails de siège ou encore de raidisseurs, de spars qui sont des éléments de structure pour les ailes d'avion, notamment. C'est très intéressant. Et vous faites les développements vous-même en interne? Oui, notre bureau d'études est totalement intégré. Donc, pour vous donner un exemple aussi, nous avons fait une ligne de finition complète pour la société Liebherr à Colmar. Et une ligne de finition qui fait 2000 m² avec tout un équipement de manutention périphérique permettant d'automatiser la manutention et surtout de faciliter la manutention aux opérateurs et avant tout de limiter les risques et d'avoir une ligne de finition qui soit totalement sécurisée. Donc, sur ce type d'installation-là, nous avons conçu intégralement la ligne de finition. Bien entendu, on ne maîtrise pas tous les domaines d'activité. Sur cette ligne-là, il y a par exemple des compétences en termes de magnétisme pour la manutention. Donc ça, après, on se rapproche de nos partenaires dans ce domaine d'activité-là, mais on reste le donneur d'ordre et le concepteur de la
la solution complète. Merci Madame Cueno pour ces réponses vraiment très intéressantes. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Jean-Sébastien Citer, président de P&G Outillage, sur le titre « Ébavureuse Weber, TTSC DRP2P2, elle a tout d'une grande ». Monsieur Citer, c'est à vous. Bonjour à tous, Monsieur Citer, P&G Outillage. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une ébavureuse pour tôle à plat, tôle ou pièce à plat, de la marque Weber, donc qui est une fabrication allemande. Et le modèle proprement présenté, c'est plus un modèle d'entrée de gamme par rapport au modèle haut de gamme qu'on connaît déjà sur le marché. Donc P&G Outillage et Weber sont des sociétés qui collaborent depuis plus de 15 ans dans le domaine du traitement de surface des tôles. Donc P&G Outillage, nous, on est un acteur de la tôlerie depuis plus de 30 ans. On fournit des outils et des équipements pour le travail de la tôle à plat. Et Weber fabrique depuis plus d'une centaine d'années des ébavureuses à plat dans différents domaines. Donc, comme je l'ai déjà dit, Weber est surtout connu pour ses machines haut de gamme, de différentes gammes, avec différents postes où on peut aller jusqu'à des largeurs de travail de 1,60 m, 1600, qui sont les tôles les plus communes qu'on rencontre dans l'industrie du travail du métal en feuille. Et on a voulu se positionner sur une gamme un peu plus entrée de gamme, tout en conservant la fabrication, la conception de nos machines dans notre usine au nord de Nuremberg, donc en Allemagne. Donc on a décidé de ne pas sourcer dans des pays low cost, mais on fabrique intégralement nos machines de A à Z sur le site que vous voyez sur la photo au centre. Donc la TTSC DR2P2, là, ça fait un peu genre type robot. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc le principe de la machine, on va regarder tout d'abord la photo du centre, où on a la vue éclatée, la vue 3D de la machine avec les différents postes de travail. C'est également ce que vous allez retrouver sur la commande numérique que vous avez en bas à gauche, donc sur l'écran tactile, et ça permettra d'accéder aux différents postes, aux différents paramétrages de postes pour travailler dans différentes conditions pour obtenir un résultat voulu. Et c'est là où je vais un peu appuyer dessus, c'est que toutes nos machines sont équipées d'une commande numérique qui permet de stocker en mémoire les paramètres d'utilisation de la machine pour un certain type de pièce, et ce qui va vous permettre également, surtout simplement en rappelant tout simplement le programme qui est stocké dans la mémoire, d'avoir le même résultat sur une série suivante qui pourrait venir le lendemain, dans un mois, dans 6 mois. On a également sur les postes à brosse que vous voyez sur la gauche de la machine, donc on a 2 types de postes à brosse, je vais vous en dire un peu plus après, un système de détection automatique de hauteur d'outils, donc c'est-à-dire d'usure de brosse, et la machine va automatiquement corriger sa position en fonction de ça pour toujours avoir le même résultat, les mêmes attaques sur les pièces. Donc, sur la machine, on a le poste à bande que vous voyez donc sur la gauche, qu'on peut voir un peu plus précisément tout en haut à droite, avec un système de changement rapide de bande. Ensuite, on passe sur un poste de brosse à axe de rotation horizontale, qui sont des brosses à lamelles libres, qui vont être utilisées surtout pour des pièces qui ont par exemple des emboutis, où on pourra également l'équiper de brosses de décalaminage pour attaquer les arêtes de pièces. Et sur le dernier poste à gauche, on a des brosses type boisseau, donc c'est un axe vertical de rotation avec des lamelles abrasives qui sont intercalées avec des bandes Scotch-Brite qui permettent de définir une pression particulière sur la pièce et qui permet vraiment de forcer l'arrondi sur l'arête des pièces. Donc les particularités de ces mouvements double rotation des brosses, c'est qu'on va travailler sur toutes les arêtes de la pièce, quelle que soit sa géométrie, sur les arêtes intérieures, sur les arêtes extérieures. Petite particularité également sur la bande abrasive qui est à l'entrée, donc ce sont des pièces souvent découpées au laser. Donc quand on découpe au laser, on a de la matière fondue qui est relativement dure, qu'on n'arrive pas à enlever avec les brosses. Donc c'est pour ça que dans cette typologie d'équipement, on rajoute toujours une bande abrasive qui nous permet d'enlever le surplus de matière. La brosse elle est également intéressante pour pouvoir brosser la surface de la pièce, c'est-à-dire on va mettre, comme tout le monde connaît, le grain 220 ou ce genre de choses. Donc on va brosser la surface de la pièce. Et chez Weber, on a développé un système anti-oscillation de bande, c'est-à-dire que la bande, elle reste figée à une place bien précise pour avoir une strie bien rectiligne sur la pièce qu'on vient brosser. Donc ça, c'est vraiment des particularités. Et là où on veut vraiment, je dirais, marquer la chose ou appuyer, c'est qu'avec cette combinaison de postes donc pilotés par variateur de fréquence et les paramètres d'usinage stockés dans la mémoire de la machine,
on est capable de reproduire un résultat équivalent sur différentes séries de pièces. Et c'est ce qui vous permet aussi, dans le setup de machine, de passer d'une série à l'autre avec un temps de changement d'outil extrêmement rapide. On donne en général moins d'un quart d'heure pour changement de série. En règle générale, c'est moins de 5 minutes. Donc, bande abrasive et les brosses, parce qu'on a un système de changement rapide à baïonnette. Voilà, donc si on peut passer à la slide suivante. Donc là, je vous ai présenté la TTSC, donc qui est une machine d'entrée de gamme. Au-delà de ça, on a tout type de configuration en fonction du résultat recherché. Donc en fonction de si on va vouloir brosser la surface de la pièce, si on va vouloir faire l'arrondi sur les arêtes, si on va vouloir passer une seule fois la pièce en faisant le pré-brossage, également la finition sur un autre poste. On voit également sur la droite, en bas, on a des machines avec des bandes abrasives un peu particulières qui permettent de compenser des bombages de pièces dus par exemple à l'oxycoupage ou à la découpe plasma. Donc ça, c'est également très intéressant parce que ça permet d'avoir des durées de vie de bande qui sont plus importantes. Et sur le petit picto, soit du haut en haut à droite, soit du bas en bas à droite, vous avez également le poste de travail par le dessous. Ce qui va dire que sur une pièce qui passe dans la machine, on va pouvoir travailler sur le dessus et le dessous de la pièce pour avoir un résultat parfait en sortie. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que j'ai apporté un maximum d'informations. Merci, Monsieur Citer. Donc, si on va peut-être se permettre de vous poser une ou deux questions, comment vous avez mis au point ce procédé? Vous avez fait des essais, des simulations? Le procédé, si vous voulez, il existe depuis relativement longtemps, puisque je l'ai dit, enfin, pour revenir un peu sur la petite histoire, ça va peut-être intéresser des gens. La première machine débavurage qui a été fabriquée par la société Weber, c'était en tant que fabricant de machines pour une société qui s'appelait la société Karsten, qui était spécialisée dans la rectification d'ardoises pour les ardoises d'écoliers. Donc voilà, des pièces d'ardoise qui étaient rectifiées avec de la bande abrasive. C'était la toute première machine. D'ailleurs, on en voit encore qui fonctionne sur le marché. On a encore d'ailleurs les pièces de rechange pour ça. Et ensuite, Weber s'est spécialisé vraiment dans deux domaines différents, d'ailleurs, comme beaucoup de fabricants de machines débavurage. Ils ont un département finition du bois. Donc, on travaille également beaucoup sur les mêmes procédés, si vous voulez, qu'on a présenté ici pour le métal dans le bois. Donc, les fabricants de portes, les fabricants de cuisine, ce genre de choses. Alors, les procédés sont mis au point. On a un bureau d'études. Weber, c'est une société de 550 personnes. On a un bureau d'études assez poussé. On a notamment développé et breveté les têtes planétaires, donc qui sont des systèmes de double rotation de brosse, où on est sûr d'avoir le même travail d'arrondi sur toute la largeur de travail de la machine, puisqu'on a les mêmes surfaces de brosse sur toute la largeur. C'est un peu technique, mais ça fonctionne très bien. Et ce qu'on a voulu faire chez Weber par rapport à toutes les machines qu'on peut rencontrer sur le marché, c'est qu'on a vraiment voulu faciliter l'utilisation pour l'opérateur. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va pas se battre sur un prix, puisqu'on est le plus cher sur le marché. Par contre, ce qu'on garantit à nos clients, c'est que c'est une machine qui ne va pas leur coûter cher à l'utilisation. Déjà, en tant que changement de série, on est extrêmement court. Et puis, en plus, on a des durées de vie d'outils qui sont relativement élevées. Et le fait de pouvoir stocker les programmes dans la mémoire va nous permettre d'avoir des temps de changement de série extrêmement courts. Donc, c'est ça qu'on garantit à nos clients. Et aujourd'hui, le retour qu'on a, il est plutôt positif. Merci, Monsieur Citer, pour cette présentation très intéressante. Nous allons passer à l'intervention suivante de la société Dürr sur les robots de peinture. Nous donnons la parole à Monsieur Sébastien Pellissier. Bonjour à tous. Merci à tous de suivre ces webinaires, même si on espère quand même vous voir un petit peu en live la prochaine fois autour de salons ou différents congrès. Si vous pouvez passer la première slide. Du coup, la Maison Dürr aujourd'hui, c'est un groupe qui est assez gros et assez large. On intervient dans tout ce qui est finition, traitement de surface, pour tout ce qui est application peinture, application colle, mastic, enfin, sur des domaines qui sont relativement larges. On est une société qui est mondiale aujourd'hui avec énormément de parts de marché dans l'automobile notamment, où on essaye de développer des produits un petit peu novateurs. On a sorti par exemple un outil qui va nous permettre de faire du Python à 100% de transfert aujourd'hui, sans les problèmes de masquage ou des choses liées au masquage. Tout ça, tout est développé en Allemagne, tout est fabriqué en Allemagne sur notre siège. On a décidé d'ouvrir un petit peu cette technologie qui était jusque-là réservée à l'automobile
à l'industrie générale pour des problématiques, pour résoudre des problématiques de TMS ou différentes problématiques au niveau de l'application peinture surtout. Vous pouvez passer une petite page s'il vous plaît. Là, on va parler plus précisément de robots de peinture. Aujourd'hui, un robot de peinture, c'est large, ça marche très bien. On a encore du mal en France à automatiser cette partie du process ou à robotiser cette partie du process. On a essayé de développer des solutions qui sont vraiment adaptables à un petit peu tout type de process, avec tous des systèmes de configurateurs qui vont nous permettre d'adapter le robot de peinture, mais pas que le robot de peinture. Le robot de peinture va remplacer le bras du robot, si vous voulez. On a aussi travaillé sur tout ce que l'applicateur pouvait nous apporter en termes de rapidité de changement de couleur, en termes de taux de transfert, en termes d'application, de qualité ou de choses comme ça. Donc, on commence à avoir des solutions qui sont vraiment très simples à utiliser. On est sur des temps de montage de quelques jours, on parle de quelques jours, même quelques heures pourraient être aussi bien préparées. On est sur des choses qui sont relativement peu chères et plutôt abordables pour l'industrie générale et qui peut simplifier beaucoup de problèmes. On sait par expérience que beaucoup de gens cherchent des peintres aujourd'hui. C'est très compliqué, on a du mal un petit peu à trouver des peintres. C'est peut-être une autre alternative de penser à robotiser la partie finition aussi. Si vous pouvez passer. On a alors plusieurs gammes de peinture qui va permettre d'avoir plusieurs choses. On peut aller sur des pièces qui sont relativement grandes en statique, comme on voit sur l'image là, pour des cabines, mais on peut aussi imaginer les robots sur des axes de suivi ou des choses comme ça, qui vont nous permettre d'avoir des pièces beaucoup plus grandes, avec des qualités d'application et des qualités de peinture qui vont être au moins stables, sans dire toujours bonnes, qui vont être au moins reproductibles et avec des décisions qui sont plutôt intéressantes pour le marché industriel aujourd'hui, des coûts d'investissement qui sont très courts aujourd'hui. On est sur des choses qui sont abordables pour tout le monde. Après, c'est une vraie volonté de l'industrie française aujourd'hui d'aller sur ce type de choses. Sachant que tous les applicateurs de chez Dürr qu'on propose aujourd'hui, ou tous nos robots, sont tous configurables, sont tous bien entendu en 4.0 depuis très longtemps. Tout est facilement automatisable, facilement discutable avec plusieurs niveaux de communication, les convoyages ou des paint mix rooms. La société Dürr aujourd'hui fabrique tout ce qui va à l'intérieur. On fabrique nos robots, on fabrique nos applicateurs, nos pompes, tous les changeurs de teint, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui au niveau d'application peinture. Donc, on a vraiment la maîtrise globale de tout le process, on va dire, du bidon de peinture jusqu'à la pièce peinte. Aujourd'hui, on est capable de simplifier pas mal de procédures et pas mal de process de finition surtout. Les économies de peinture, les économies de déchets, les économies d'air, les économies d'énergie, de chauffage ou tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui sont un petit peu notre ligne directrice. Comment on peut faire aussi bien en utilisant moins de peinture, moins d'air, moins d'énergie, moins de chauffage, moins de tout. C'est un petit peu le défi qu'a fait Dürr. On est un petit peu en avance du fait du marché automobile aujourd'hui. Les technologies sont déjà un petit peu en avance dans l'automobile. On essaye tout simplement d'apporter cette technologie à toute l'industrie, à tous les gens qui en ont besoin aujourd'hui. Voilà un petit peu pour la présentation. 3 minutes, c'est très court. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez plus de questions ou pour pouvoir développer un petit peu ces besoins. C'est parfait. Merci, Monsieur Pellissier. Alors oui, effectivement, là, j'aurais une question parce que vous êtes extrêmement connu. On voit partout Dürr en liaison avec les nouvelles voitures pour la mobilité, en liaison avec l'industrie 4.0. Ça fait penser beaucoup aux grandes séries. Au niveau des petites et moyennes séries, les robots, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer comme utilisation ? Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'approcher le problème. La première question qu'il faut que tous les gens qui réfléchissent à de la robotisation se posent, c'est clairement pourquoi on veut robotiser aujourd'hui. On voit, pour le marché automobile, c'est assez simple. La robotisation va permettre clairement de baisser les coûts des produits et va permettre d'avoir des qualités stables. Il y a d'autres activités aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup d'aérospatial. Là, on va en parler beaucoup moins, je pense, dans les mois qui arrivent. Mais aujourd'hui, clairement, la robotisation pour le milieu aérospatial va plutôt dans le sens de la qualité du suivi de production et plutôt dans le terme de la reproductibilité, plutôt que clairement, on ne va pas aller plus vite aujourd'hui, spécialement avec des robots, mais par contre, on va être sûr de ce qu'on fait, on va pouvoir tracer exactement quelle pièce va être peinte avec quelle peinture, à quel moment et dans quelles conditions.
le fait d'avoir des séries qui sont limitées, aujourd'hui, les trajectoires des robots sont très très simples à mettre en œuvre. Il y a pas, ça a beaucoup évolué la robotique, les façons de programmer ou de trajectoriser sont complètement différentes aujourd'hui et sont abordables pour tout type d'industrie. Il ne faut pas se poser de limites au niveau du nombre de pièces qu'on va faire, sachant que c'est relativement très simple à programmer aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment de... Oui, c'était mon autre question. Au bout de combien de temps un sous-traitant peut utiliser votre robot? Combien il faut de temps pour apprendre à programmer? Tout dépend de où on part. Aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà des robots pour faire de la soudure, de la manutention ou des choses comme ça va être très très rapide. Clairement, il va juste avoir besoin d'une petite mise à niveau au niveau du process peinture, qui sera un peu différent d'un process soudure ou d'un process juste de manipulation. Mais c'est très court. Aujourd'hui, nous, on installe le robot en 2 jours et on forme la personne en 3 jours. Et après ça, il est capable d'utiliser. Après, il y a tout un travail d'optimisation et de process qui va faire qu'on va prendre un peu plus de temps, mais c'est des choses qui peuvent être mises en route très rapidement, sans besoin particulier, sans avoir de vrais besoins en termes d'automatisme à l'intérieur de la société. Les interfaces sont faites pour que tout le monde puisse l'utiliser. On est sur des systèmes smartphones, pour faire très simple, où n'importe qui, si on clique sur la vanne aujourd'hui, sur l'interface, ça va ouvrir la vanne tout simplement, des choses très intuitives. Parfait. Merci, Monsieur Pellissier. Nous allons passer à l'intervention suivante de Monsieur Mathieu Valois, directeur général de Mécanolab. Monsieur Valois, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour cet événement digital qui nous permet de nous connecter un tout petit peu à distance tous. Je vais essayer de faire cette présentation. Si vous voulez passer au slide suivant, je vais vous parler donc de Surface Alliance, de Mécanolab au sein de Surface Alliance, et je développerai ensuite sur, en fait, au-delà des machines de nettoyage que je vais vous présenter, l'intégration des machines de nettoyage qui me semble être aujourd'hui l'enjeu. Donc pour commencer, Surface Alliance, nous sommes aujourd'hui 6 spécialistes, donc 6 fabricants de machines de nettoyage regroupées au sein d'une alliance, donc une alliance qui date de 1999, hein, où on a créé avec Emo Husel et le PW, qui sont trois sociétés allemandes, et Mécanolab qui est située en Normandie, en France, une complémentarité de gamme pour avoir en fait une réponse globale sur toutes les attentes du marché du nettoyage des composants industriels, des pièces mécaniques en règle générale. Emo Husel étant plutôt sur des process solvants et le PW Mécanolab plutôt sur des process lessiviels. Et donc une complémentarité de technologies est venue s'ajouter à l'alliance NGCT en Inde en 2008, qui est une JV qui a été mise en place, puis en 2015 WashTech au Mexique, pour nous permettre d'avoir vraiment une présence globale, et puis en 2018 une fusion Emo Husel qui s'est opérée, mais ça nous permet surtout donc d'avoir cette présence globale avec ces 6 sites de production, 230-250 employés, 63 millions de dollars de chiffre d'affaires, et surtout 23 représentants, donc les représentants et services partenaires qui nous permettent d'avoir une couverture et une présence pour accompagner nos clients qui sont globalement, on va dire, on a de l'aéronautique, de l'automobile, donc des équipementiers hein, de rang 1, 2, 3, et puis de l'industrie générale évidemment, que l'on accompagne localement et surtout partout où ils vont s'implanter dans le monde. Les process ayant besoin souvent d'être dépliqués à plusieurs endroits de la planète. Voilà. Si vous voulez passer au slide suivant. Merci. Donc notre approche, c'est une approche qui est assez classique, mais qui mérite d'être précisée. Donc dans notre approche, on va avoir une approche donc de relecture du cahier des charges client en fonction de sa typologie de pièces, des contaminations, donc la pollution qu'on va retrouver. Donc là, c'est illustré sur la bulle en haut à gauche. Hein. On va regarder si les positions sont organiques, inorganiques, quels sont les besoins de propreté
dont il a besoin. Est-ce qu'on cherche un dégraissage, une propreté particulière? En fait, on va s'interroger sur la provenance des pièces et sur la destination des pièces. Quels sont les processus amont qui polluent? Quels sont les processus aval qui nécessitent un niveau de propreté? Et on va qualifier le niveau de propreté dont on a besoin. La propreté, ce n'est pas quelque chose de binaire. Il faut savoir exactement quel niveau de propreté on recherche et pour quelles raisons on a besoin de mettre en propreté la pièce. Une fois qu'on a bien qualifié ça, en fait, on passe à l'étape suivante, donc qui est représentée dans la bulle en bas au centre, qui est le process de nettoyage. Le process de nettoyage, c'est décider d'un média. Donc, est-ce qu'on est sur une solution lessivielle, une solution solvantée? Quel type d'action mécanique on va mettre en œuvre? Est-ce que ça va être de l'aspersion, de l'immersion, des ultrasons, de la vapeur? Éventuellement, est-ce qu'on est sur des procédés qui vont avoir recours au vide, notamment pour les séchages et autres? Et puis, on va combiner tout ça avec forcément du temps et de la température qui sont toujours des paramètres incontournables dans les équilibres du process. Une fois qu'on a défini ce process, en fait, on passe à un travail plus en détail et là, c'est là où on va parler d'intégration dans la production et on va travailler, en fait, avec le détenteur de la technologie la plus adaptée au sein de Surface Alliance. Donc plutôt chez Mechanolab si on est en aspersion lessivielle ou sur des technologies en pièce à pièce, LPW si on est sur de l'immersion lessivielle avec des ultrasons, chez Emo Hustle si on est sur du solvant sous vide ou sur une combinaison solvant et lessivielle au sein de la même machine. Savoir que NGCT va fabriquer en Inde l'ensemble de ces technologies et WashTech va le fabriquer donc sous licence aussi sur ces technologies sur l'Amérique du Nord, au Mexique. Voilà, on peut passer au slide suivant. Là, j'ai essayé dans ce slide de vous illustrer un tout petit panel représentatif du grand écart qu'on peut avoir en termes d'intégration. Donc en haut à gauche, vous avez une Mechanofast qui avec un chargement robotisé. Donc on voit une machine qui est vraiment du pur pièce à pièce, où on va avoir un poste de chargement, un poste de déchargement et un poste de lavage sur cette table qu'on voit au devant de la machine, avec un robot qui va pouvoir charger, décharger les pièces en temps masqué pendant que la pièce est lavée. Et là, on est sur des temps de cycle qui sont de l'ordre de 30 secondes par cycle. Alors, parfois, on met une pièce, parfois, on en met plusieurs. Ça permet vraiment d'être intégré sur la machine elle-même. Elle peut être proposée avec ou sans table de chargement. La machine seule fait 700 mm de large et on va même jusqu'à avoir des solutions de chambres déportées dans l'îlot quand on n'a même pas ces 700 mm à disposition. Donc, on va vraiment aller intégrer au sein des îlots robotisés. Alors, ça peut être des machines qui sont aussi disponibles en chargement manuel, mais souvent, dans les îlots robotisés, c'est vraiment la place est vraiment un enjeu extrêmement important et parfois même, on vient rajouter, on est venu chez certains clients, rajouter la fonction lavage alors que l'îlot était déjà terminé, en venant mettre une chambre de lavage au-dessus du robot parce qu'il n'y a plus de place autour et donc on vient vraiment s'intégrer là où c'est nécessaire. On a en bas trois illustrations de machines plus traditionnelles avec plus des batchs ou ce qu'on avait qualifié de batch ou de panier. Les deux premières sont en lessivielle sur la gauche. Celle de droite, c'est l'illustration d'une intégration sur une ligne de traitement thermique où là, on voit des batchs de grande dimension où on va travailler sur une machine qui va à la fois faire de l'immersion au solvant inflammable à chaud qu'on travaille sous vide et on va combiner sur ces lignes-là soit uniquement du solvant, mais parfois on fait du solvant et du lessiviel parce que le solvant ne sait pas retirer les inorganiques et donc on vient combiner solvant et lessiviel, voire même refaire une protection anti-corrosion par un dernier bain de traitement où là on va utiliser un mélange huile-solvant qui vient reprotéger la pièce avec un rehuilage des pièces après les avoir mis en propreté. Et puis je finis par en haut à droite, qui est un des derniers développements par LPW, avec une machine qui fait de la nucléation. Et c'est une machine dans du lessiviel, où on vient créer de la cavitation en tirant au vide. Donc c'est un procédé qui est complémentaire au process ultrason et qui nous permet d'aller sur des niveaux d'exigence extrêmement
extrêmement pointus et qui nous permettent d'aller aujourd'hui chercher des niveaux de propreté, qu'on parle d'ultra propreté, où on intègre les machines sur des salles blanches, comme vous le voyez là, tout simplement parce que on arrive sur des niveaux de propreté où si on n'est pas en salle blanche, on repollue instantanément les pièces, et on arrive sur des secteurs qui peuvent aller dans le médical, dans l'optique, dans les semi-conducteurs, donc des choses où on va encore un peu plus loin, mais on voit bien que dans l'aéronautique et l'automobile, ces niveaux de propreté-là tendent à être demandés progressivement. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ma présentation. Si vous avez des questions. Oui, exactement, parfait. Ben, merci, Monsieur Valla. C'est vraiment très puissant, cette alliance. Ça vous permet d'embrasser beaucoup de techno. Et donc, ma question, c'est, ben, vous êtes appelé par une entreprise. Est-ce que vous allez savoir lui dire exactement à quel endroit il faut qu'elle mette des cellules de nettoyage? Parce qu'il ne faut pas non plus faire trop, il ne faut pas que ce soit trop nettoyé, que ça revienne trop cher. Il faut, selon des classes de propreté, faire là où il faut. Exactement. Dans notre démarche, on se dit, dans notre démarche, il nous est arrivé par du conseil auprès de certains clients à leur montrer qu'en fait, ils n'avaient des fois même pas besoin d'investir. Simplement, il fallait juste remettre les opérations qui polluaient, ou déplacer une machine de lavage, parfois résout la problématique. Ou parfois, plutôt que de chercher tout au bout du processus à investir une machine très complexe, il vaut mieux mettre une machine plus simple en amont ou deux machines beaucoup plus simples en amont qui vont travailler en temps masqué, qui vont être beaucoup moins complexes et coûteuses en investissement, en exploitation. Et en fait, c'est vraiment cette démarche que j'ai expliqué dans l'identification du cahier des charges et des pollutions, des sources de pollution. C'est là où vraiment aujourd'hui on parle d'intégration dans le flux de production parce que il faut savoir mettre les bons moyens aux bons endroits et notamment sur le lavage. C'est un enjeu très très fort. Quand on veut nettoyer un peu trop tard dans le process, parfois ça devient très compliqué. Et puis j'aurais une autre question. Les classes de propreté, c'est celles qui commencent par IP, c'est ça? Vous allez de où à où? Alors, les classes de propreté, l'IP, c'est plutôt je vois plus tout ça dans le domaine électrique pour les protections. Sur les classes de il y a des classes de propreté jusqu'à des niveaux comme les salles blanches que vous avez mentionnées. Ah oui, alors sur les salles blanches, on parle de classe ISO, ISO 7 ou ISO 5, ISO 6, voilà, oui. ou des classes 10 000, 100 000, selon si on est sur des normes européennes. Alors oui, sur les classes, on va être sur de l'ISO 5 ou des classes 10 000 en salle blanche, mais ce n'est pas vraiment notre métier de faire de la salle blanche. Nous, on va être plutôt sur les normes ISO 16232, sur les propretés particulières. On regarde les tailles de particules sur les pièces. Alors, traditionnellement, on regarde dans l'industrie générale, souvent pour la propreté standard, on parle de pas de particules supérieures à 400-600 microns. Quand on arrive dans des domaines automobiles sur de l'injection directe, du circuit carburant, on parle de pas de particules supérieures à 150-200 microns. En fait, quand on arrive dans le médical et semi-conducteur, on descend en termes de recherche de taille de particules sur du 20 à 50 microns, mais surtout, on va arriver sur d'autres aspects, au-delà de la tension de surface qu'on qualifie en DIN, donc la tension de surface, c'est ou la mouillabilité qui peut être intéressante sur des process qui sont de collage, de peinture, etc. Au-delà de ces process, de ces qualifications-là qu'on a traditionnellement dans les domaines mécaniques, automobiles et aéronautiques, vient dans le médical en fait des problématiques cytotoxiques. Viennent aussi des problématiques dans l'électronique ou les semi-conducteurs. On va avoir des résidus atomiques, donc on va faire en fait les niveaux de propreté d'analyse et même les outils, les normes évoluent vraiment d'un métier à l'autre. Je vous remercie. Ça m'amène à une troisième question, c'est comment on le mesure, le niveau de propreté? Est-ce que dans votre alliance, il y a une société qui vend les systèmes de mesure de propreté? Alors, nous ne vendons pas de système de mesure de propreté. Par contre, nous sommes tous équipés d'un laboratoire de mesure.
Donc, nous sommes entourés de gens dont c'est la spécialité de faire des systèmes d'analyse, hein, des bancs de mesure de propreté pour pouvoir faire justement. Donc, on est tous en mesure, par exemple, de faire une analyse en propreté particulière suivant la 16232, qui est le grand standard automobile. On est tous en mesure de faire des tensions de surface. Par contre, on va sur les cytotoxiques et ce genre de choses. Il peut nous arriver d'avoir recours encore à des sous-traitants, parce que ce sont des analyses qui sont très poussées, très coûteuses et qui nécessitent des investissements assez lourds en termes de matériel de laboratoire. Donc ça, c'est plus des choses qu'on va sous-traiter. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Valois, pour cette présentation très intéressante. Nous allons passer maintenant à la présentation suivante sur les revêtements durs. Présentation de Monsieur Stéphane Placial de Moreau Industries. Oui. Nous vous donnons la parole, Monsieur Placial. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la société Moreau Industries, qui est située à Guéméné, dans les pays de la Loire, dans le 44. Moreau existe depuis 50 ans. Donc, nous sommes spécialistes sur tout ce qui est revêtement dur, avec un atelier dédié, où là, on va réaliser bien sûr des pièces mécaniques pour pouvoir déposer ces différents procédés. Alors, ces procédés, ce qu'on appelle procédés revêtement dur, ce sont des procédés type PTA, plasma transfert arc, TIG, MIG, chalumeau. Donc, nous allons préparer la pièce. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit nous avons la pièce en totalité à faire, une pièce mécanique. Pour souvent, c'est dans l'énergie. On travaille beaucoup pour l'énergie. L'énergie avec un grand E, elle va se décliner soit dans le nucléaire, soit dans le pétrole ou dans l'éolien, pourquoi pas. Enfin, tout ce qui peut graviter autour de l'énergie. Donc, on va soit réaliser la pièce de A à Z, soit on va avoir les pièces qui sont préparées par le client, sur lesquelles il va nous envoyer les pièces et nous allons faire le dépôt. Nous avons un deuxième atelier qui se situe à côté, qui est donc un atelier donc, de projection. De projection, ce qu'on appelle le traitement de surface. Donc, la projection va être sur deux procédés qui s'appellent donc l'HVOF et le procédé plasma. Donc l'HVOF, comme c'est écrit, hein, vous devez l'avoir en écriture, qui veut dire donc Haute Velocity Oxide Fuel. Donc on va projeter à Mach 3, Mach 4 de la poudre, donc de la poudre de base carbure de tungstène, carbure de chrome, pour pouvoir déposer donc différentes épaisseurs de revêtement. L'intérêt de ces différents revêtements, que ce soit les procédés traitement de surface ou procédés revêtement dur, c'est qu'on va donner une durée de vie de la pièce mécanique. Donc ces pièces mécaniques en général vont être installées dans des vannes ou dans des pompes ou autres, où il y a des frottements, des usures prématurées à cause de la température. Et donc là, le fait de déposer un revêtement, ça va permettre donc de durer plus longtemps. Et donc, cet intérêt, c'est qu'on démonte moins souvent, moins de maintenance et une durée de vie plus longue pour les pièces, enfin les pièces qui sont intégrées dans des matériels. Alors, nous sommes bien sûr sous-traitants, on ne fabrique pas de matériel, on ne fabrique que des pièces détachées. Donc, on travaille, comme je vous disais, pour l'énergie, beaucoup pour l'énergie nucléaire, et pour ça, nous avons donc des agréments. On va travailler donc sous le RCCM, qui est donc une norme EDF, ou sous la SME, qui est une norme américaine. On va pouvoir travailler donc avec le monde entier. Donc, voilà un petit peu sur ce que je peux dire sur les dépôts. Alors, ces dépôts sont assez larges, et nous avons entre autres un dépôt qui s'appelle... Oui, vous pouvez passer au slide suivant, pardon. Nous avons donc entre autres un dépôt qui est de notre fabrication, qui est le dépôt Revetox. Donc le Revetox, c'est ce qu'on appelle un dépôt céramique, céramique un petit peu comme le verre, hein, qui va permettre d'avoir une tenue à la corrosion très importante, avec une dureté très importante, hein, comme vous pouvez le voir, 1800 HV, et une porosité nulle. Donc ça, c'est un revêtement qui va se faire par projection, et qui va durer 3 semaines. Donc c'est un revêtement qui coûte très cher et qui va durer 3 semaines. Alors les photos que vous avez en bas à droite, ce ne sont pas par procédé Revetox, c'est des procédés PTA. Comme vous pouvez voir la soudure, on voit donc sur la pièce d'origine, on va faire des dépôts, on voit les cordons de soudure sur lesquels ensuite après on va faire un usinage final pour avoir une rectification finale pour avoir une pièce au cote finale.
Mais on peut aussi déposer du Revetox. Le Revetox a un intérêt, c'est qu'il est très dur et très résistant dans le temps, mais par contre, il est très cher. Et puis, ça dépend ensuite après ce que l'on veut déposer en épaisseur. Donc, tout ça, pour pouvoir réaliser ce type de prestation, on va aussi avoir, bien sûr, un atelier de mécanique. Alors, on est plutôt dans la mécanique de précision. On va donc utiliser fraiseuses, des tours, des centres d'usinage, l'électro-érosion pour pouvoir répondre aux différentes demandes des clients. Ça va aller de la petite pièce jusqu'à la très grande pièce. Alors, comme je vous disais, nous travaillons dans l'énergie, mais on travaille aussi avec Airbus, par exemple avec Eurocopter, où on fabrique des petites pièces qui vont dans les pales des hélicoptères. On va pouvoir travailler aussi avec des gens comme Dassault, Thales, ou autres qui vont nous solliciter pour des revêtements particuliers. C'est aussi pour l'énergie nucléaire militaire, pour les sous-marins, pour le porte-avions, où on va travailler pour des donneurs d'ordre qui vont réaliser des matériels qui vont aller dans ces appareils. Voilà. C'est assez vaste, je ne veux pas trop prendre de temps, mais voilà un petit peu ce que l'on peut vous proposer. Donc nous sommes disponibles pour des études, pour faire des chiffrages divers et variés. Et on travaille bien sûr sur différentes matières, que ce soit des inox, des duplex, des inconels, des super duplex, enfin toutes les matières où l'on peut déposer quelque chose seront bien sûr disponibles. Voilà. Je sais pas, j'espère avoir été assez précis et pas trop long. Très intéressant. Vous avez des questions? Merci, Monsieur Placial. Est-ce que dans certaines applications, vous voyez des substitutions du chrome dur, par exemple? Oui, alors, effectivement, le Revetox est actuellement, on utilise le chrome 6, qui va être interdit par le RICH. Alors, en sachant qu'on utilise le chrome 6, mais qu'en final, quand on a fait le dépôt, il n'y a plus de chrome 6. Il n'y a que du chrome 3. Mais cela étant, on a un procédé qui est en parallèle, qui s'appelle du Revetox aussi, où on a supprimé donc le chrome 6, ça s'appelle donc sans chromless. On est en train de le finaliser, il sera sûrement meilleur encore que le Revetox, mais on est en train de le terminer. Donc on est en train de faire des essais pour l'armement militaire. Et donc le procédé fonctionne, on est en train de finir justement les différents essais au niveau militaire, pour pouvoir sortir ce produit officiellement en remplacement du Revetox actuel. Ça sera avant 2024, bien évidemment. Merci, Monsieur Placial. On est très intéressé de voir les suites. On va continuer à se tenir au courant. Tout à fait. Merci à vous. Nous allons passer à la présentation suivante, qui est celle de la société KMU Loft. Donc, c'était Monsieur Jean-Lin Leroy qui était prévu, et nous avons Madame Claire Schopp. Donc maintenant, Madame Schopp, c'est à vous de parler. Oui, bonjour, merci, bonjour à tous. Donc, je remplace mon collègue qui a eu un petit empêchement, mais je vais vous présenter donc la société KMU Loft. Nous, on s'adresse plutôt à la partie post-production après vos différents procédés, puisqu'on offre des solutions de traitement des effluents par ce qu'on appelle des évapoconcentrateurs sous vide. Donc, KMU Loft est une société qui existe depuis une trentaine d'années et qui propose des solutions globales, notamment classées comme écotechnologie d'un point de vue utilisation. Donc, quel est l'intérêt des évaporateurs sous vide? C'est qu'à la fois, ça vous permet de traiter vos effluents et de recycler en fait l'eau traitée, donc dans vos productions, avec des qualités d'eau qui peuvent être recyclées dans différents types de process. Au niveau de quelques données, on a des machines qui vont de 40 litres-heure à 3,5 mètres cubes-heure, et nous sommes présents un peu dans le monde entier, et actuellement, on a installé un peu plus de 2500 installations dans le monde. Vous pouvez passer au slide suivant si vous voulez, Monsieur Bello. Merci. Donc, simplement, en fait, la technologie d'évapoconcentration est basée sur un procédé de séparation de phases. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail après. L'intérêt étant que votre production génère un effluent qui est souvent pollué avec différents produits. Certains d'entre vous les ont évoqués. Ça peut être des lessiviels, ça peut être des produits de traitement de surface divers et variés. Et en fait, ces effluents pollués ne peuvent jamais être rejetés dans le milieu naturel ou dans les égouts. C'est soit ils sont éliminés, soit il faut qu'ils soient traités sur site. Donc, l'intérêt de l'évapoconcentration permet en fait de récupérer un effluent et de ne générer
et de réduire en fait à un petit volume la pollution. Nous sommes présents dans différents secteurs industriels, comme je l'ai déjà évoqué, notamment dans le traitement de surface, tout ce qui est métallurgie, sidérurgie, automobile aérospatiale. On retrouve à la fois le traitement de surface et la partie usinage, dont vous avez aussi déjà parlé. Ça peut être aussi sur la partie énergie, production et fourniture, tout ce qui est centre de traitement et de déchets, puis pharma, chimie, cosméto, pétrochimie et agroalimentaire. Dès qu'il y a un effluent à traiter, notre technologie peut apporter une solution à votre problématique. Donc, au niveau des effluents, ils sont divers et variés. En traitement de surface, on peut retrouver les bains actifs et les eaux de rinçage. Sur la partie usinage, les liquides de coupe, les émulsions. Puis après, ça peut être aussi simplement des lavages de sol, des lavages de cuves, des rinçages, des étapes intermédiaires dans certains procédés. Ça peut être aussi les eaux de potayage en fonderie aluminium, des eaux de ressuage quand vous faites des contrôles de fissures sur certaines pièces ou autres. Donc voilà, on s'adresse à quasiment l'ensemble des types d'effluents et un peu plus dans qu'est-ce qu'un évapoconcentrateur. Nous avons à notre gamme un évapoconcentrateur qu'on appelle le Destimat LE. LE voulant signifier low energy. Donc, c'est un système qui fonctionne sous vide par compression mécanique de vapeur et celui-ci est à convection naturelle. Donc, comme je vous le disais, c'est un système basé sur une séparation thermique de phase, donc réalisé ici sous vide pour traiter les effluents en faisant une séparation des polluants. Donc, nous sommes capables, en fait, selon les effluents, de recycler jusqu'à 98% de l'eau, ce qui vous permet, en fait, de travailler en ce qu'on appelle zéro rejet liquide. Le seul rejet ou déchet final que vous aurez sera ce qu'on appelle le concentrat, dans lequel on aura concentré, si je puis dire, l'essentiel des polluants. Donc, KMU Loft offre des solutions complètes. On part de l'étude, projet, on passe par des essais laboratoires, si le client le souhaite, des essais pilotes, pour en fait mettre ensuite à la fin en place un système clé en main complètement intégré qui peut parfois nécessiter des intégrations de pré- et post-traitement. Mais l'objectif pour nous est de s'adapter aux besoins et aux attentes du client pour fournir la solution la plus adaptée à ces conditions de fonctionnement. Donc, d'un point de vue environnemental, on répond à différentes problématiques actuelles. La réduction des consommations d'eau par le recyclage, ce qui diminue votre empreinte environnementale. La possibilité parfois de faire de la valorisation possible de sous-produits. En effet, dans nos machines, l'intérêt, c'est que vous allez concentrer les polluants. Donc, ça peut ne pas être uniquement que des produits chimiques, mais dans le traitement de surface, parfois, vous récupérez des métaux qui peuvent être des métaux précieux, qui peuvent être ensuite, selon certaines filières, valorisés. Et puis, l'intérêt, c'est que si jamais vous ne recyclez pas votre eau, vous avez la possibilité toujours de rejeter et de pouvoir vous conformer en fait aux exigences environnementales qui deviennent de plus en plus drastiques avec des teneurs en métaux, des teneurs en polluants qui sont de plus en plus faibles. Et l'évaporateur est une réponse à certaines de ces limites. Au niveau économique, on est capable d'établir des coûts de traitement qui, en général, sont de l'ordre de 5 à 20 euros par mètre cube, au lieu de 100 à 200 euros par tonne lorsqu'on parle d'une incinération ou d'une destruction en gestion externe. Ce sont des machines qui ont une empreinte au sol qui est relativement limitée, qui permet donc des mises en place assez faciles et qui ont une autonomie complète puisqu'elles sont entièrement automatisées avec un système de panel opérateur, de gestion possible à distance, d'alarme et autres. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit aperçu que vous avez à droite de ce slide. Voilà, vous voyez la configuration interne de la machine et son état de fonctionnement et vous avez un certain nombre d'accès au diagnostic à l'instant T. Voilà, et derrière, voilà, si vous avez des questions. Voilà, et justement, on a une question qui remonte de l'assistance. Quelle est la différence avec les machines Evapo sous vide des concurrents? C'est-à-dire différence? C'est pas plus, c'est la phrase exprès. D'accord. Nous, on travaille sur de la compression mécanique de vapeur, donc à une certaine pression et température. D'autres personnes travaillent ce qu'on appelle plutôt en pompe à chaleur avec un réseau primaire, secondaire. Ici, on ne travaille qu'avec une alimentation électrique et pneumatique. Après, l'ensemble fonctionne par une pompe à vide.
Merci Madame Schopp. Et vous nous avez parlé peut-être d'exigences toujours supplémentaires. Est-ce que vous voyez des nouvelles perspectives pour vos machines dans les années à venir? Alors, il y a sur la partie métaux, en fait, souvent là où les règles sont en train d'un petit peu d'évoluer d'un point de vue européen et puis au fur et à mesure de cascade dans les différents pays et notamment en France, où il y a des limitations qui sont de plus en plus drastiques sur le zinc, le cuivre. Il y a aussi les évolutions sur la DCO, où il y a des normes qui sont en fonction des régions différentes et aussi de plus en plus limitées. Donc voilà, ce sont des paramètres où on sait que en comparaison à un physico-chimique, il y a des éléments où le physico-chimique ne pourra pas descendre aussi bas que l'évapoconcentrateur. Nous, en sortie évapoconcentrateur, à titre d'information, on va sortir à quasiment 0 en métaux et quasiment 0 en sel. Ce qui nous permet, en fait, par exemple, si je prends le cas des traitements de surface, de réinjecter en fait le distillat produit, donc l'eau propre, directement dans certains rinçages, ce qui permet en fait d'avoir ce qu'on appelle vraiment un circuit fermé. Merci Madame Schopp. Nous avons encore 2 interventions. On a un petit peu dépassé le délai, mais je crois qu'il n'y a personne directement derrière, donc il n'y a pas de problème. On va passer à la conférence de Monsieur Fabien Marquis de GH Induction. Monsieur Marquis, c'est à vous. Et bonjour à tous et à toutes. Je me présente Fabien Marquis. Je représente GH Induction sur le territoire français. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement l'application de l'induction en comparaison avec le traitement à façon. Si vous pouviez passer à la slide suivante. Oui. Merci. Donc, très rapidement, GH Induction, c'est un groupe d'origine espagnole qui a 5 usines dans le monde, Espagne, Allemagne, États-Unis, Brésil et Inde. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est chauffage par induction, donc l'utilisation des champs électromagnétiques pour des montées en température. Ça sert à beaucoup d'applications, donc traitement thermique, le préchauffage avant cladding, le shrink fitting, la fusion, etc., etc. Nous sommes concepteurs de machines et donc fabricants de machines à partir de nos 5 usines. Nous avons 3 centres complémentaires en France, au Mexique et en Chine et nous existons depuis 1961. Voilà, la taille du groupe, c'est à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour donner un ordre d'idée de l'entreprise. On peut passer à la présentation suivante. Voilà, donc pourquoi utiliser l'induction? Pourquoi ne pas utiliser l'induction en ligne? D'abord, on va parler un petit peu des raisons pourquoi on fait de la sous-traitance en général dans l'automobile ou dans d'autres domaines. On fait de la sous-traitance lorsqu'on a des volumes qui peuvent être relativement bas, qu'on ne souhaite pas, je dirais, faire d'investissement si on a des produits uniques. Et effectivement, la qualité sera gérée à l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on a tendance à faire de la sous-traitance. Donc, les gens qui font de la sous-traitance en traitement thermique, traitement de surface, on va se retrouver avec des gens comme Bodycode, des gens comme Thermilion pour le territoire français. Il y en a beaucoup d'autres, Hawk et Treatment ou des gens comme ça. Voilà. Pourquoi on intégrerait aussi de l'induction du traitement thermique chez soi? La première raison, c'est des raisons de qualité. On a un contrôle complet du process lorsqu'on intègre chez soi. On a aussi, en général, une intégration qui se fait lorsqu'on a des volumes qui sont importants. L'automobile, c'est toujours des volumes qui vont entre 500 000 pièces à 1 million de pièces. Là, ça devient très intéressant puisqu'on a des coûts par pièce qui sont faibles lorsqu'on intègre chez soi, même avec, je dirais, un achat de machine. Le retour sur investissement est en général très, très rapide. On a aussi la possibilité avec l'induction de l'intégrer en ligne. Donc, on voit bien les étapes de préparation, d'usinage, de traitement thermique et ensuite de finition, ou même quelquefois sans finition. Ça permet effectivement de ne pas avoir d'échange et de transfert de composants de l'entreprise aux sous-traitants. Et on est complètement en ligne, ce qui fait que la pièce rentre en termes de barre, on va dire, à un point A et ressort complètement fini à un point B. Qu'est-ce qui va nous pousser à faire plus de sous-traitance si on n'a pas d'intégration? Si on veut baisser les coûts, c'est sûr qu'il est plus simple d'aller presser notre sous-traitant que d'aller faire des économies en interne. Si des fois, effectivement, on veut augmenter la qualité, il faut se poser la question parce qu'on n'a pas toujours le contrôle.
Et bien sûr, si on va réduire le flow, c'est peut-être pas la meilleure solution. Si on veut diminuer effectivement le coût, la sous-traitance c'est pas mal parce qu'on n'a pas d'investissement. Si on veut gérer toujours la qualité, il faut toujours se poser la question. Et puis si on veut réduire le coût par pièce, effectivement, l'intégration en ligne est toujours très très intéressant. On parlait du retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très très important. C'est la première chose qu'un utilisateur va faire. Il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de réduire énormément le coût par pièce. On peut passer à la slide suivante si vous le souhaitez, M. Melo. Voilà, un exemple de petite machine qui a été développée spécialement pour l'intégration chez des gens qui n'étaient pas obligatoirement des sous-traitants de niveau 1, 2. Ce sont des machines qu'on appelle chez nous TVK. Mecanolab a une machine qui ressemble un peu à ça. J'avais déjà vu ça en Suède puisqu'on partage le même agent. Et effectivement, ce sont des machines très compactes où on va avoir une zone de travail que l'on voit à gauche sur la machine. On va avoir les générateurs. Il faut savoir qu'une machine d'induction, c'est plusieurs machines à la fois. Il y a une machine pour gérer la pièce, c'est-à-dire la faire tourner, la faire déplacer ou déplacer l'inducteur. Nous avons une partie induction, qui est donc un générateur avec bien sûr un coffret de chauffe et un inducteur au bout qui remplace l'outil d'une machine à outils. On a une partie de refroidissement des composants électriques, une partie de refroidissement du liquide de la pièce, donc le liquide de trempe, qui est de l'eau avec des polymères ou des huiles minérales spécifiques. Et on a bien sûr tout un système de contrôle, contrôle de machine, mais aussi contrôle de process. Donc ce type de machine, je dirais une machine qui est montée sur une plateforme unique, on la déplace avec un transpalette ou un Fenwick suivant la taille de la machine. Elle est installée en moins d'une journée et on peut tout à fait l'intégrer. Et cette machine intègre comme toutes les machines-outils, des contrôles à commande numérique, tous des systèmes de suivi de paramètres en temps réel, ce qui permet aussi d'avoir une traçabilité de la qualité. On peut aussi intégrer un robot, chargement, déchargement, ou bien une solution manuelle dans le cas où l'utilisateur n'a pas les moyens ou l'intérêt d'automatiser l'ensemble. On arrive avec des choses qui sont assez intéressantes. Les prix de base sont inférieurs à 150 000 €, ce qui est très très compétitif. La fabrication de ce type de produit, c'est un produit qu'on a développé chez nous en Espagne et qu'on fabrique aussi bien en Espagne, en Allemagne qu'en Inde, en fonction des pays de livraison, bien sûr. C'est un produit qu'on avait d'abord destiné pour des sous-traitants et des gens qui n'avaient, je dirais, pas beaucoup d'argent à investir dans une machine. Et on s'aperçoit qu'en fait, on le vend aussi à des très grands groupes qui voient là un système et une solution pour faire du lean manufacturing en ayant plusieurs cellules de fabrication. Voilà, j'ai fini un petit peu cette présentation très rapide en essayant d'être court. J'espère que ça répond à quelques interrogations sur le choix entre l'intégration machine ou bien la sous-traitance de pièces pour le traitement thermique. Certainement. Merci, Monsieur Marquis. Je vous en prie. J'aurais une question. On parle de plus en plus des inducteurs personnalisés par fabrication additive. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose sur lequel vous vous êtes penché? On s'est plus que penché puisqu'on est les premiers à faire des inducteurs 3D il y a déjà 5 ans. Les inducteurs 3D, on a déposé un brevet puisque la plupart des gens travaillent aujourd'hui en laser. Pour une simple raison, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans la technologie qu'on utilise, qui est une technologie par faisceau d'électrons. Et on a un très gros avantage sur la fabrication d'inducteurs qui représente sur la fabrication globale de nos inducteurs plus de 40% de notre activité en 3D. Nous fabriquons des inducteurs qui sont à base de cuivre pur, ce qui est la grosse différence avec tout ce qui se trouve sur le marché. Il faut savoir que cette technologie, elle est chez nous depuis plus de 5 ans et on commercialise cette année, pour la 4e année, on commercialise les inducteurs 3D, alors qu'on a développé ça il y a 6 ans déjà. Donc on connaît très très bien le sujet. Ah bah parfait. Merci Monsieur Marquis pour votre présentation et votre réponse. Et nous allons passer maintenant à la société Eurotherm. Monsieur Philippe Chariot, nous vous donnons la parole. Eh bien, bonjour. Bonjour Monsieur Bello. Bonjour à tous. Merci d'être présent sur ce salon virtuel. Écoutez, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Eurotherm est une société qui a plus de 60 ans, qui est d'origine italienne, dont le siège social est basé au nord de Turin, Volpiano.
Et en fait, nous avons différentes représentations depuis plus de 30 ans sur la France et depuis plus récemment au niveau de l'Allemagne. Donc la représentation était par le biais de certains partenaires et depuis quelques années, on a un site commercial sur la France et un site commercial récemment sur l'Allemagne. Donc je vous laisse passer à la présentation suivante. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'étais en train de vous expliquer, notre implantation sur la France. Donc, qui est Eurotherm et ce que l'on fait? En fait, nous sommes fabricants, intégrateurs, installateurs de moyens, de lignes de peinture, de traitement de surface et de finition pour le domaine industriel au sens large du terme. Donc, on intervient auprès de nos clients, soit qui veulent intégrer leur ligne de peinture en interne, parce qu'une partie de ces clients qui fabriquent une partie de pièces en acier ou en aluminium sous-traitent la peinture. Et puis, cette partie, ils souhaitent l'intégrer pour des raisons de réactivité, de qualité. Donc, on intervient à ce niveau-là pour les accompagner de A à Z, tant sur la partie traitement de surface que jusqu'à la finition et à la cuisson. On en parlera juste après. On accompagne le client dans sa globalité et après sur le suivi de ces installations. On travaille avec des partenaires dans le domaine de la pulvérisation ou dans le domaine du grenaillage. C'est des partenaires que l'on a sur la France entière qui nous permettent de former nos clients dans le domaine, on va dire, ciblé au niveau de la peinture ou du traitement par sablage, l'appareil par lui-même. Donc, nous, on intervient sur les lignes complètes, on est fabricant et on accompagne vraiment d'une manière cibler nos clients sur ce qu'ils souhaitent faire réellement. Donc, on a une évolution assez intéressante en termes de chiffre d'affaires. On fait aujourd'hui à peu près une moyenne de 180 installations par an. On a évolué ces dernières années puisque le choix de la société, c'est toujours de réinvestir au sein de l'outil de production pour développer et accompagner nos clients. En gros, on a eu, on le voit sur la courbe, 2010, voilà, il y a eu des phénomènes, on va dire, d'une manière générale, que tout le monde a pu vivre, assez compliqués. Et depuis, cet investissement n'a cessé que d'augmenter, ce qui nous a permis d'être présents. On devient, je ne veux pas dire, on est très présent dans le domaine de la peinture. Et voilà, aujourd'hui, en 2019, on arrive à 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et malgré, on va dire, le phénomène que l'on a tous vécu sur 2020, les perspectives sont assez intéressantes. Alors, notre domaine de compétences, comme je le disais juste avant, c'est vraiment l'accompagnement. Donc, l'accompagnement d'un client, ça va être sur la partie traitement de surface. Donc, traitement de surface, ça va être les tunnels de traitement de surface en continu, mais ça peut être aussi des box fermées en automatique pour le lavage, mais les grosses pièces de certains de nos clients, ou alors du lavage manuel de type nettoyage haute pression. De là, en découle, si il est nécessaire, une partie de grenaillage manuel. Et puis de là, en découle l'application soit de peinture liquide ou de peinture poudre. Et ensuite, la partie séchage ou cuisson sur des fours dimensionnés sur une continuité. Donc, on peut travailler soit en automatique, semi-automatique ou automatique. Donc, toute cette partie-là, on la fabrique et on l'intègre. Donc, on est présent dans différents domaines d'activité, mais surtout, dans toutes ces activités, on est sur on va dire, les 4 continents, l'Europe, l'Amérique et puis l'Afrique et l'Asie. Des installations, comme je disais, on en fait une moyenne, j'ai dit 180, donc des fois ça peut être 200, mais une installation peut représenter, on va dire, une cabine, un four, mais ça peut représenter aussi une ligne complète. Et dernièrement, on a réinvesti sur un complément de fabrication
où on vient complètement intégrer aussi toute la partie inox, hein, parce qu'elle était aujourd'hui traitée sur la deuxième partie de nos bureaux qui est à Vérone. Et là, on rassemble tout sur le site de Turin pour être le plus efficace possible. Et l'ensemble de nos produits sont fabriqués, pliés, assemblés, et tout part de l'usine dont on voit une image en plein milieu, où l'ensemble des acteurs sont présents pour pouvoir présenter et livrer à nos clients, on va dire, des produits semi-assemblés. Et après, il finit d'être assemblé sur le terrain de manière complète jusqu'à la pièce peinte. Donc, parfait. Merci, Monsieur Chariot. Je vous laisse passer juste, je crois qu'il doit y avoir une image juste après. Encore une image, voilà, je vous laisse commenter. Vous montrer, voilà, sans être, vous présenter les domaines d'activité où on est présent. Donc, il y a le domaine agricole, il y a le domaine automobile, industrie et l'aérospatial. Il y a le domaine aussi cosmétique, donc c'est tout ce qui est application de flaconnage ou de petits capuchons de parfum, des lignes complètes. Et je vous ai indiqué là les dernières installations qu'on a pu faire cette année sur des noms connus ou reconnus qui nous ont fait confiance et qui nous font de nouveau confiance sur de nouvelles installations. Donc voilà, j'espère avoir été assez complet dans ma présentation et n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Parfait, merci Monsieur Chariot. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile comme industrie? Alors, le plus difficile, alors c'est une très bonne question. Ça dépend de quel côté on se place. Si c'est d'un côté technique, toutes les industries se ressemblent avec des spécificités particulières. Le domaine automobile va répondre à un cahier des charges bien précis, comme pour certains. Des fois, dans le domaine industriel, il n'y a pas de cahier des charges, donc c'est là où il faut les accompagner. Et dans le domaine aérospatial, là où c'est, on va dire, je ne vais pas dire le plus pointu, mais presque, où on est obligé de s'adapter et vraiment d'utiliser des composants dans nos armoires, d'une manière générale, qu'impose le domaine de l'aérospatial parce qu'ils veulent vraiment cibler et avoir une homogénéité au niveau de leur installation. Donc, au niveau pratique, on se retrouve à peu près sur des similitudes, mais au niveau de l'implantation, des fois l'aérospatial est assez exigeant. Merci. Alors, j'espère que toutes les personnes qui ont présenté sont encore là. Je regarde dans le chat. En dehors des questions que j'ai déjà posées, il y avait 3 questions pour Madame Cueno. Madame Cueno, est-ce que vous êtes encore en ligne? Oui, je suis là. Je vais vous poser toutes les questions en même temps si vous voulez y répondre. Oui, je vous en prie. Une question sur votre procédé. On va revenir peut-être au niveau des diapos tout au début. Donc, on a eu 9 intervenants. J'ai posé des questions au fil du temps, mais là, j'ai 3 questions pour Madame Cueno. Oui. Premièrement, ce procédé génère-t-il beaucoup de chocs? Deuxièmement, quel est le système de recyclage du maïs? Et puis, troisièmement, quel type de finition avez-vous installé dans l'aéro? Voilà les 3 questions pour vous. Je vous remercie. Donc, par rapport à la première question, donc sur la question des chocs, en fait, si vous voulez, toutes nos machines d'ébavurage peuvent être paramétrées de sorte qu'on va gérer à la fois le temps du cycle, la vitesse de rotation, le sens de rotation de la machine et on va également jouer aussi sur la puissance d'aspiration du système d'aspiration avec différents paramétrages. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ces paramètres vont permettre d'adapter la vitesse de traitement en fonction des pièces à traiter. Si c'est de la petite pièce, on va dire à ébavurer, on va pouvoir se permettre de brasser les pièces plus rapidement pour donner aussi une inertie dans la cuve. Sur des choses, par exemple, si vous avez de la pièce découpée au plasma ou à l'oxy, bien entendu, on va diminuer cette vitesse de rotation et peut-être limiter les aversions de sauce de rotation pour éviter justement les chocs. D'autant plus qu'à l'intérieur de nos tonneaux d'ébavurage, on utilise des abrasifs spécifiques ou des médias pour justement faire
si je peux me permettre, un bon mélange au niveau du mix du traitement et pour bien donc, ébavurer, mais en même temps surfacer les pièces pour pas avoir de traces de choc au niveau de celle-ci. Pour le recyclage de la rafle de maïs, en fonction en fait des différentes gammes de machines qu'on propose, on propose différentes solutions de recyclage de la rafle de maïs. Parce que bien entendu, si je prends un domaine d'application dans la métallurgie où mes pièces en sortie de découpe ne sont pas forcément très graisseuses, enfin très huileuses, pardon, je ne vais pas utiliser énormément de rafle de maïs. A contrario, si je suis dans la partie usinage, je vais avoir besoin de dégraisser davantage, donc d'utiliser davantage de rafle de maïs. Pour ce cas-là, en l'occurrence, on a un système d'aspiration qui est combiné avec la collecte de la rafle de maïs usagée, avec une séparation cyclonique des déchets. Et en fait, on va permettre de récupérer cette rafle de maïs dans un espèce de conteneur, mais seulement la rafle de maïs usagée. La rafle de maïs qui peut être recyclée, pardon. La rafle de maïs usagée va aller directement dans le fût à déchets. Et puis la troisième question, c'était sur quelle ligne de finition avez-vous installé dans l'aéro? C'est-à-dire, Vous avez dû parler de l'aéro dans votre présentation, puis c'est une personne qui a noté ça. Mais votre question, vous dites, c'est quel type de ligne de finition avez-vous installé dans l'aéro, si j'ai bien entendu? C'est très... On a installé des tonneaux d'ébavrage de petite capacité pour traiter des pièces de très petite dimension, notamment sur de l'alu 2000, par exemple. On a installé des tonneaux d'ébavrage d'une capacité un peu plus importante pour traiter des pièces usinées taille et masse. Donc là, ça va devenir plutôt de l'alu 7000, voire 9000. Également aussi des matières inox, titane. Et on a également d'autres systèmes d'ébavurage à plat également pour la tôlerie fine avec des systèmes de retournement de pièces automatisés pour justement traiter une quantité très importante de pièces en un laps de temps relativement court et pour permettre d'ébavurer les deux faces des pièces. Parfait. Merci, au niveau des installations, c'est très... On a à la fois de la machine standard comme de la machine spécifique. Voilà, il y a pas mal de domaines d'application. Je vous remercie toutes et tous. C'était vraiment une très, très bonne session. Donc, on me dit que cette session sera en replay, ensuite vidéo. Elle pourra être regardée, mais des fois, ça prend un certain temps. Par exemple, quand j'étais à CPM Grenoble en début d'année, ça avait bien mis un mois avant d'être vraiment, probablement un petit peu mis correctement en ligne sur les sites style YouTube. Donc, votre présentation sera disponible, consultable. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'était vraiment une session dense, importante, et on dit qu'un bon congrès en France, il faut qu'il ait 2 heures de retard. Donc là, désolé, on n'a que 30 minutes de retard. Donc, il faudrait essayer de faire un peu plus la prochaine fois. Merci beaucoup. Puis je vous dis peut-être à une autre occasion. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.